Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, 19h à Paris, elle a une d'actualité. Un membre présumé du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été interpellé ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il a été placé en détention judiciaire. Il pourrait être extradé vers la Turquie. Vladimir Poutine et Joe Biden en face à face pour tenter d'éviter une escalade militaire en Ukraine. C'est une visioconférence qui est organisée entre les deux chefs d'État. Le président américain veut marquer des lignes rouges stratégiques. Washington accuse Moscou de masser des troupes à la frontière de l'Ukraine. Moscou reproche à Washington de ne pas s'opposer à la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Enfin, en France, la campagne présidentielle a connu une accélération ce week-end avec la nomination de Valérie Pécresse, candidate des Républicains, et les premiers meetings de campagne d'Éric Zemmour ou encore de Jean-Luc Mélenchon. Alors, quel état des lieux peut-on faire à 4 mois de l'élection? On en débattra avec mes invités à 19h10. Un membre présumé du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul a été interpellé ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il a été placé en détention judiciaire et sera présenté au parquet général de la Cour d'appel de Paris qui va lui notifier un mandat d'arrêt. Jamal Khashoggi, souvenez-vous, très critique du régime saoudien, a été assassiné dans les locaux du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre 2018 par un commando d'agents venus d'Arabie Saoudite. Son corps démembré n'a jamais été retrouvé. On fait le point. L'arrestation a eu lieu dans la matinée de mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Un Saoudien de 33 ans est interpellé par la police aux frontières alors qu'il s'apprête à embarquer pour rentrer dans son pays. Khalid Al-Otaibi ferait partie du commando venu de Riyad qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 dans le consulat du Royaume à Istanbul. Un mandat d'arrêt international contre lui et ses complices présumés avait été émis par la Turquie. Actuellement en rétention judiciaire, il pourrait être extradé vers ce pays. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie Saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations, notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. L'arrestation de ce mardi sur le territoire français intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad. Une visite justement critiquée pour avoir remis sur le devant de la scène le régime à l'origine du meurtre de Jamal Khashoggi. Vladimir Poutine et Joe Biden en face à face, en virtuel, pour tenter d'éviter une escalade militaire en Ukraine. Le président américain veut marquer ses lignes rouges stratégiques. Washington, l'OTAN et Kiev accusent Moscou de masser des troupes à la frontière avec l'Ukraine. Moscou reproche à Washington de négliger ses propres préoccupations, notamment la volonté de Kiev de rejoindre l'Alliance Atlantique. Correspondance Julian Colling à Moscou. Si les semaines précédentes, c'était assez difficile de lire la stratégie russe peut-être dans ses actions, notamment à la frontière ukrainienne, c'est un peu plus clair peut-être depuis quelques jours, puisque, fait assez rare, Vladimir Poutine, lors de plusieurs interventions publiques et plusieurs déclarations, s'est montré beaucoup plus ferme et beaucoup plus précis en fait sur les velléités et sur les intentions, les volontés russes. Notamment pour lui, bien sûr, la ligne rouge absolue, c'est, on le savait évidemment, une adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN, mais ça va un peu plus loin désormais, puisqu'en fait, on comprend dans les différents textes et dans les médias russes que eh bien, la Russie ne se satisfait en fait plus du tout du statu quo actuel avec l'Ukraine, et notamment la coopération militaire qu'elle ressent de plus en plus forte entre donc l'OTAN, les États-Unis et l'Ukraine. Ça ne convient pas du tout à la Russie, et la Russie ne veut pas, entre guillemets, que l'Ukraine et que même d'autres pays limitrophes comme la Géorgie par exemple deviennent un petit peu des points de passage et des bases pour du matériel de l'OTAN, des missiles par exemple également américains qui pourraient être vraiment apportés tout près de la Russie donc, et menacer la Russie selon le Kremlin. Et donc notamment Poutine a pris par exemple l'exemple de la Roumanie récemment en disant que la Roumanie avait déjà des missiles américains sur son sol et que c'était relativement intolérable puisque c'était proche de Moscou. Et donc selon les experts ici cités, selon les médias russes et tous les géopolitologues en général et même le Kremlin, eh bien les massements de troupes dont vous parliez près de la frontière ukrainienne, ce n'est pas du tout pour envahir l'est de l'Ukraine comme le diraient les médias occidentaux selon eux, c'est plutôt encore une fois de la dissuasion et quelque chose de préventif pour éviter encore une fois, pour montrer que la Russie ne bluffe pas et serait prête éventuellement à prendre un pas en plus si jamais l'escalade continue.
Et en Californie, une plainte a été déposée par des réfugiés Rohingyas contre Facebook. Ils demandent 150 milliards de dollars d'indemnité au réseau social qu'ils accusent d'avoir laissé se propager des messages de haine les visant. Florent Rodeau avec Yuka Royer. Facebook a-t-il poussé certains utilisateurs à se radicaliser, favorisant ainsi le génocide des Rohingyas? Oui, clame un groupe de réfugiés issus de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie à partir de 2017. Dans sa plainte déposée en Californie, il accuse le réseau social d'avoir favorisé la désinformation et les idéologies extrémistes, avec pour conséquence des actes violents dans le monde réel. Facebook est comme un robot programmé avec une unique mission, se développer. La réalité indéniable est que la croissance de Facebook, nourrie par la haine, la division et la désinformation, a laissé dans son sillage des centaines de milliers de vies de Rohingyas dévastées. Et ces accusations ne sont pas nouvelles. En 2018 déjà, des experts des droits de l'homme des Nations Unies avaient déclaré que Facebook avait joué un rôle déterminant dans la propagation des discours de haine en Birmanie. Auditionné par le Congrès américain, Mark Zuckerberg avait alors promis d'agir. We're standing up a product team to do specific product changes in Myanmar and other countries that may have similar issues in the future to prevent this from happening. Il y a quelques semaines, la lanceuse d'alerte française Saogen l'assure à son tour. Facebook encourage les discours de haine dans le but de dégager des profits. Ancienne employée du géant américain, elle l'accuse aussi de ne pas investir assez dans la modération des contenus écrits dans les autres langues que l'anglais. En France, le protocole sanitaire est rehaussé au niveau 3 dans les écoles primaires avec le port du masque dans les classes, dans les cours, mais aussi dans les cours d'école, la limitation des sports de contact et une nouvelle organisation du temps à la cantine. On fait le point avec nos confrères de France 3. Masque obligatoire dans la cour, la mesure est désormais étendue à toutes les écoles primaires. En Loire-Atlantique, les élèves avaient déjà repris cette habitude depuis le 8 novembre, pas toujours évident. C'est gênant quand on court dans la cour de récréation. J'arrive pas à expirer et même aussi, quelquefois, c'est quand le nez coule, ça me gêne un peu. En région parisienne, ce matin, l'annonce divise les parents. L'avantage, il fait froid, ça les protège aussi du froid. Donc, en tout cas, ce qu'elle m'avait dit ce matin, maman, j'ai froid, je mets le masque. Donc voilà. C'est très compliqué pour eux de gérer ça. Moi, je sais que mon fils il a eu du mal avec le masque. On a demandé aussi un aménagement au début parce qu'il a du mal à respirer. Port du masque aussi et distanciation pendant les cours de sport en intérieur. Autre changement à la cantine. Les élèves devront déjeuner par classe pour éviter les brassages. Forcément, ça allonge le temps de restauration. Et puis, quand les locaux sont petits ou pas forcément ou moins adaptés, voilà, ça peut effectivement complexifier l'opération. Mais bon, on l'a déjà fait, hein, donc on va remettre en place les protocoles qui avaient déjà eu lieu il y a quelques mois. En revanche, pas de retour à la fermeture de classe au premier cas de Covid. Et le danger est là pour les syndicats enseignants. On a une contamination très importante, plus de 33 000 élèves contaminés la semaine dernière. Et nous demandons toujours au ministre de revenir au protocole qui permettait de fermer la classe dès le premier cas de Covid. Parce qu'on a vu la semaine dernière des enfants qui étaient négatifs à J0 ou à J+1 et qui devenaient positifs dans la semaine. Le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles permet pour l'instant au gouvernement d'écarter l'idée de vacances anticipées. Et il est quasiment certain que le variant Omicron ne cause pas plus de cas graves de Covid-19 que le Delta, a déclaré en tout cas Anthony Fauci. Il a ajouté, le chef médecin de la Maison-Blanche, qu'il faut encore attendre 2 semaines pour savoir s'il se révèle être moins dangereux que le fameux Delta. En France, en tout cas, sachez qu'il y a 59 000 nouveaux cas de Covid-19. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Dans une petite minute, on se retrouve pour le débat.